Mali, les vieux qui savent racontent qu'au grand commencement, la terre était sèche, stérile et impure. Selon la légende des pêcheurs Bozo, Dieu sacrifia dans le ciel un de ses fils jumeaux, Pharaon, qui était unijambiste et pur, pour créer la vie dans le monde d'en bas. En tombant sur la terre, les milliers de morceaux de sa chair donnèrent naissance aux premiers arbres, et son crâne fut le premier tambour. Sacré maître des eaux, à la fois mâle et femelle, Pharaon fut incarné en poisson silure. Au premier matin du monde, dans le ciel chargé de gros nuages, ce bon génie mélangea les eaux pures de la première pluie avec la lumière naissante du soleil, créant ainsi l'arc-en-ciel. Alors, il fit venir le tout premier ruissellement sur la terre. Tournant le dos à l'océan, un mince filet liquide ne cessa de grossir jusqu'à devenir un flot d'abondance, le Djoliba, beaucoup de sang, le sang du sacrifice de Pharaon. La brousse fut ainsi purifiée et un immense lac gorgé de sang fécond, bordé au nord par les sables brûlants du Sahara, fut confié au monde d'en bas. Puis un jour, après des pluies diluviennes, les eaux en crue du Djoliba franchirent le seuil étroit de Tosaï et furent capturées par les rapides d'un fleuve venu du nord, traçant ainsi dans les sables une grande boucle en direction de l'océan. Baptisé Nguer par les Touaregs, le Niger, le fleuve des fleuves était né. Long de 4200 km, son bassin recouvre aujourd'hui 9 pays. L'univers de Pharaon est ici, au pays des hippopotames, le Mali, à l'emplacement de ce théâtre mythologique, l'actuel delta intérieur du fleuve Niger. Dans ce berceau de l'humanité, la parole des anciens a transmis des connaissances profondes au peuple de l'eau. Et cette civilisation remarquable a su maintenir pendant des siècles et des siècles l'équilibre complexe d'un sanctuaire de biodiversité unique au monde. Exposé aux aléas climatiques, aux besoins d'une population croissante et à la construction programmée de plusieurs barrages, ce bel équilibre est devenu fragile. Au rythme des saisons, comme un cœur qui bat, la crue du fleuve inonde chaque année la plus vaste zone humide naturelle d'Afrique de l'Ouest. La crue s'annonce en mai et atteint son apogée en septembre. La cuvette lacustre se comporte alors comme une gigantesque éponge gorgée d'eau. Ainsi, lorsque la décrue commence à l'entrée du delta, elle ne se manifestera que 2 mois plus tard à sa sortie. Vu du ciel, c'est un dédale inextricable de multiples cours d'eau de faible pente dont la physionomie change chaque année. En l'absence de carte fiable, naviguer dans de telles conditions est un art et une science que seuls les gens du fleuve détiennent. Voilà, maintenant en route. En route! En route! Soni Alibert. Cette pinasse porte fièrement le nom du plus grand souverain de l'immense empire Songhai qui, au XVe siècle, englobait la boucle du Niger. À son bord, Gilles Mahé, hydrologue, et Éric Vessy, médiateur scientifique, accompagnent des écotouristes amoureux des beaux fleuves et inquiets de leur devenir. Kassim, dit l'amiral, et son fils, batelier Somono, sont nos guides pour tenter une traversée au cœur mythique du delta intérieur de Djenné jusqu'à Tombouctou. Une légende des pêcheurs Bozo raconte qu'une jeune fille vierge aurait été enfermée vivante dans un tombeau, en offrande à Pharaon, avant que les pêcheurs Bozo érigent ici, il y a plus de 1000 ans, Djenné, la ville des génies. C'est la plus belle ville d'Afrique en terre crue, classée par l'UNESCO, chef-d'œuvre du patrimoine mondial de l'humanité. Lié à Tombouctou par le fleuve, Djenné relayait le commerce caravanier. On y échangeait sel, or, esclaves, manuscrits, denrées alimentaires.
La position stratégique de la ville, une île en saison humide, a très tôt attiré les convoitises. Ainsi, l'empereur Soni Alibert fit la conquête de Djenné et de la reine-mère, qu'il épousa aussitôt. Partageant les abondantes ressources des plaines fertiles et des mares gorgées de poissons, les premiers occupants de Djenné ont su créer une organisation sociale sans modifier la nature. Ils seraient à l'origine de la culture des plantes alimentaires et des techniques de pêche. Jusqu'au début du XIXe siècle, cette cité multiculturelle de sages et de savants était encore ceinturée par une fière muraille infranchissable qui jaillissait du marais. À chaque porte de la ville correspondait un port de débarquement surveillé par les bateliers Somono, contrôleurs du trafic fluvial. Pêcheurs Bozo et bateliers Somono sont restés soudés par des alliances ancestrales qui font d'eux les maîtres incontestés des affaires du fleuve des fleuves, sous la protection des dieux d'eau. Départ de Djenné, cap sur le lac d'Ebo, à travers la plaine sauvage du Diaka, par de petits bras très peu fréquentés. Avec de la chance, les touristes y rencontreront des lamantins, un mammifère aquatique que Pharaon aurait créé à partir d'une femme peule très belle, et à coup sûr des quantités d'oiseaux. Et pour cause, des colonies de volatiles venus de 18 pays trouvent refuge ici, pour se reproduire et se nourrir, protégés par l'immensité des étendues d'eau. Venus d'Europe, du Moyen-Orient, d'Afrique ou d'Asie, ils sont des millions qui dépendent des plaines inondables sahéliennes, classant ainsi le delta intérieur du Niger parmi l'une des zones indispensables au monde pour la survie des espèces. Donc là, il n'y a pas assez d'eau, on va... Il n'y a pas assez d'eau. Si on commence à se planter, on va se planter tout le temps, quoi. Voilà. Tous les jours. On va regarder sur la carte. Voilà. Kakania, c'est à l'ouest de Djenné ou à l'est? Hein? On revient par le Bani, là où on est venu? Non, on va sur les Niger d'abord. Ah ouais. Bon, on va à Kakanya. Monsieur Kwakourou. Ah bon? Voilà. Comme ni sira jadi mi n'ambara mai dembi de fait. C'est ça ambi anti ekaso. C'est ça anga jigini mai demba fe. Kata gura mine. Kata wadaka suru. Yele kata Kakanya. Wala do. Na kada ambita yam fanfe. Na kada ambita bayra min. Nda kada ambita bayra min nda mandi fana ambiji kata anya sira mumfo angana to wele ambita sira ni ninda kano. Amma yam fanfe koni aka jando. Talin ko ne be oui. Bon, la partie technique. Voilà. Allez. La crue et la décrue commandent tout ici. La migration des oiseaux, la transhumance des bovins, guidés par leurs inséparables bergers peuls, la navigabilité. Trop tard. En 3 jours, l'eau a baissé d'un coup. Impossible de faire passer la pinasse des touristes. Lamentation de ceux qui rêvaient de Lamentin et d'une excursion ornithologique prometteuse. Il y a une bonne quarantaine de centimètres qui sont descendus sur les 5 derniers jours, probablement, oui. Ça diminue très vite. C'est un peu surprenant de voir l'eau diminuer si vite. Demi-tour, et il faut faire vite au risque de s'échouer jusqu'à la prochaine crue.
En route vers Mopti, par un affluent du Niger, le Bani, encore très large en cette saison. Ces eaux abondantes viennent d'un immense bassin versant situé à plus de 1000 km au sud, en Côte d'Ivoire. Par rapport au fleuve Niger, le Bani apporte à peu près un tiers de l'écoulement. Sa crue arrive juste un tout petit peu avant celle du Niger, peut-être une semaine avant. Et la décrue est plus rapide et est presque complète. Arrivé au mois de mai, il n'y a quasiment plus d'eau qui coule dans le Bani. Pourtant, aux pleines eaux, le débit du Bani est comparable à celui du Rhône. Mais depuis la grande sécheresse de 1970, il a diminué de moitié. À Mopti, au pic de la saison sèche, le Bani ne coule plus. C'est comme si en Camargue, le Rhône s'asséchait avant d'atteindre la mer. Mopti. En moins d'un siècle, la Venise du Mali, fondée comme Djenné par les Bozo, a vu sa population multipliée par 100, devenant la 3e ville du Mali après Bamako et Ségou. C'est l'une des rares villes du monde dont il a fallu remodeler le sol avant de bâtir les maisons. Carrefour des échanges fleuve-route, Mopti rassemble toutes les corporations de métiers, allant du forgeron au charpentier, du docker au marieur. Saleh, capitaine. 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 Français là, capitaine. Maman nakang Saleh. Ni ataranya fetang. Lala, ala le deme bay. Alhamdulillah. Voilà. Parce que ni gouvernement ya hakili to nyinni kalawla. Olé na pas bleu le bay. Olé ñu cité. Cette ressource alimentaire est acheminée chaque jour par camion depuis Mopti vers les marchés des grandes villes comme Bamako, situé à 640 km. En tout cas, les pêcheurs d'ici aujourd'hui sont en difficulté, beaucoup même. Ils sont vraiment en difficulté. Bon, on n'a pas le moyen, bon. Tout dépend du fleuve, quoi. Vous voyez le fleuve, tout est sec. Est-ce que le poisson peut rester ici? Si tu ne peux pas t'arrêter, voir au fond de l'eau, tu vois le sable et tu vois le poisson, ça ne peut pas le faire. Même les crocodiles ne peuvent pas venir ici, parce que avant les crocodiles venaient jusque là, avec des hippopotames, avant. Mais maintenant là, ils ne peuvent pas venir parce qu'il n'y a pas d'eau. Soudain, dans la lumière bleutée, virant de l'or au rouge sang, des myriades d'oiseaux envahissent le ciel. Dans un chahut, ils se disputent les meilleures places pour passer la nuit dans les arbres dortoirs de la ville. Sous un clair de terre, à l'ombre cendrée de la lune,
le guide Dogon annonce que l'or de Vénus et le sang de Jupiter, les planètes qui traversent le ciel, formeront dans quelques jours, avec un fin croissant de lune, un triangle éclatant. Comme au premier matin du monde, la fraîche lumière solaire déclenche les mouvements perpétuels, visibles et invisibles, des migrateurs. En route vers le lac d'Ebo, sous la protection de Pharaon, dont la parole est répandue par les traves effilées des pirogues. Rituellement, lorsque la plaine est en eau, le Jitu Bozo, maître des eaux, plante un pieu, délimitant le périmètre de pêche autorisé. À la décrue, le maître de pâturage, le dioro des bergers Peuls, réglemente les pâtures pour laisser place ensuite, dès les premières pluies, aux cultivateurs sous l'autorité du maître des terres, Sonrai, Dogon ou Mandé. Au rythme immuable de la crue annuelle, alternant inondations et sécheresse, ce chassé croisé de pêcheurs, éleveurs, cultivateurs incarne une alliance souveraine entre les hommes et la nature. Avec les eaux mélangées du Djoliba et du Bani, le fleuve s'est élargi, mais avec sa pente très faible, il trace ses méandres changeantes au gré des crues et des décrues, obligeant parfois les habitants à abandonner leurs maisons. Des villages précaires de terre et de paille, accrochés au flanc des dunes, disparaissent pour renaître l'année suivante, sur d'autres rives ou d'autres îles. Outre les usages domestiques quotidiens, de grandes quantités d'eau sont nécessaires pour la construction des maisons et des édifices somptueux qui jalonnent le fleuve des fleuves. Matériaux naturels, ces briques en banco fraîchement moulées sont l'élément de base de l'architecture malienne. Mais si les eaux du fleuve sont bienfaitrices, elles constituent aussi un obstacle. Située entre Markala et Gao, cette partie du Niger, longue d'1 millier de kilomètres, est un fleuve sans pont. Et pour traverser de l'une à l'autre rive, cultivateurs, écoliers, ménagères, bergers, animaux ne peuvent s'en remettre qu'aux passeurs. Déjà, les vastes étendues vertes de Bourgou annoncent le mythique lac d'Ebo. Le Bourgou est une graminée à tiges flottantes qui se développe dans les eaux peu profondes et forme d'immenses pâtures convoitées à la décrue par les troupeaux des bergers Peuls.
Mais soudain, le vent se lève. Les voiles claquent et se déchirent. La tornade peut en quelques instants faire rouler des vagues redoutables qui font chavirer les embarcations et périr leurs passagers. Les colères de Téliko, génie du vent, sont terribles. Cassim est inquiet. Le ciel et l'eau blanchissent. Le soleil s'efface. En plein jour, le paysage est devenu lunaire. En longeant prudemment les étendues de Bourgou, il faut coûte que coûte atteindre Aka, à la sortie du lac Debo, pour s'abriter en attendant une accalmie. Au petit matin, le vieux chef Sonrail nous accueille, avec son fils et son petit-fils. D'abord, il dit que dans le lac Debo, là, il y a eu vraiment un changement. Parce qu'il y avait beaucoup d'eau, il y avait de l'herbe, il y avait des arbres. S'il y a d'herbe, il y a poisson. S'il y a l'arbre, il y a poisson. Les espèces là qui résident là dans l'herbe, là, c'est 15. Mais dans l'eau verge, là, ce n'est que 3. Vous voyez? Ce que l'arbre et l'herbe fait, c'est la biodiversité. Les oiseaux viennent. Avec les oiseaux, là, c'est ce qui fait venir les poissons. Puisque si l'eau, là, tu sais, les caca des oiseaux, là, c'est ce qui apporte, c'est ce que les poissons sont en train de nourrir avec ça. Du Gourao jusqu'à Aka ici. On reboise et on régénère. Pour que l'herbe vienne et que l'arbre aussi vienne dans le fleuve. On est là, on est en train de discuter, même mon esprit, tout ça, c'est sur le lac Debo. Je ne sais pas comment traverser. Parce que s'il y a du vent, on ne peut pas traverser. Donc s'il y a beaucoup d'herbes là, même s'il y a du vent, vraiment tu n'as pas des inquiétudes. Tu ne fais que rentrer dans l'herbe en attendant que le vent s'arrête. Est-ce que crocodile est là? Il y a un fond de il y a un fond de water. Il y a un crocodile, un seul crocodile qui est là, mais une fois par an que ça sort. Mais il ne gâte rien. On peut faire vite parce que je crois qu'il s'est calmé un peu maintenant. Si on a fini, on va aller traverser pour aller à Sokoba. Sinon, ça va chauffer, hein? Nous quittons Aka, où, dit-on, le crâne de Pharaon fut déposé par l'ancêtre de tous les griots, qui en fit le premier tambour, pour répandre la parole de sagesse aux hommes. Les pirogues peuvent tenter la traversée du lac vers le rocher d'Aïré Soroba, un îlot isolé au milieu du lac Debo, qui abrite des gravures rupestres et des peintures que l'on trouve nulle part ailleurs. L'éminence rocheuse se dresse au loin, protégée par un labyrinthe inextricable de bourgoutières. Le roc semblait à portée de pirogue, mais la beauté du lac Debo semble se dérober. La pinasse peine à se frayer un chemin dans ce dédale végétal. Cassim récite les devises rituelles pour demander aux hippopotames de libérer le passage. Tu as vu, non? Oui, oui. Ça, je vais bien positionner. On va bien positionner. Fari! Fari Bourbafier.
Oh, le mec là m'a fait bourba fier. Quant aux moutons, achetés par Kassim, ils profitent du bourgou avant d'être bientôt sacrifiés pour fêter en famille la Tabaski, l'Aïd el-Kébir. À cette saison, la végétation est tellement dense qu'elle obstrue le passage de la pinasse. Sonia Libert ne peut accéder au village situé à l'autre bout de l'îlot. À nouveau, elle doit s'arrêter avec ses touristes et renoncer. Ah, ça, c'est un problème. On n'a pas loupé, quoi. C'est fermé, tu as vu? Ouais. Ah, ah. Tu l'as donné, moi. Là-bas, il va. Après conciliabule, la décision est prise. À bord de sa pirogue, Kassim va se rendre au village avec un équipage réduit. Le rocher d'Aïré Soroba est un lieu mythique, désigné par Faro. Dans les lumières multicolores du premier arc-en-ciel, le sang de son sacrifice fut déversé ici pour féconder le monde. Et il prononça au pêcheur Bozo ces paroles: « Je vous autorise à vivre du produit de votre pêche, à condition que vous occupiez seulement les lieux que je vous indiquerai. » Aujourd'hui, sur ce roc de grès rose, les habitants de l'unique village sont les gardiens du lieu mythique fondateur. Le chef nous confie 2 de ses fils pour nous conduire dans les abris initiatiques, à l'origine de toutes choses. Les choses du temps d'avant-avant. On dit qu'au fond d'un grand lac, le corps de Faro repose sur un fabuleux trésor, un grand lit de kauris. Océan d'herbe et d'eau, de vent et de lumière, paradis des oiseaux, des poissons et des hippopotames, et demeure des génies. La création s'accomplit ici, voici le débeau. Les ancêtres ont su trouver dans le miroir des manifestations de la nature un sens à toute chose, aux étoiles, au vent, aux colères du ciel, aux insectes qui dansent, aux champs d'herbes protectrices. Donc il y a une boule, il y a un endroit, tu mets là-dedans. Tout de suite, tu vas voir du vent. Si tu voulais, la pluie vient, tu prends un boule, tu mets un côté, il ne sait pas, lui-même il ne peut pas séparer les trous là. C'est pour faire venir la pluie.
Ces trous, façonnés par l'homme, sont les premières traces de l'occupation humaine du rocher. La légende raconte que les anciens les utilisaient au cours de cérémonies divinatoires pour faire venir la pluie, pour se protéger des ennemis en invoquant les colères de Téliko, génie du vent, et faire chavirer les pirogues des assaillants. Les écritures arabes que Kassim tente de déchiffrer évoquent le retour de la Mecque d'un homme lettré, Ibn al-Fazar. Une date y est inscrite, 454 de l'Hégire, soit 1075 après Jésus-Christ. Parmi toutes les expressions rupestres recensées dans l'ensemble des massifs sahariens, les pirogues peintes des cavernes de Soroba sont uniques. Avec leur forme en fin croissant de lune, elles sont comparables aux embarcations qui ornent les grottes de la Nubie inférieure et de la Haute-Égypte. De telles preuves graphiques qui recoupent la tradition orale sont rarissimes. Elles racontent sans doute l'arrivée sur le lac d'Ebo des premiers colons, les Tarawélés, venus à bord de pirogues cousues. À cette époque, le fleuve Niger était un axe commercial et militaire qui relayait les caravanes de chameaux. L'îlot d'Aïré Soroba a pu servir de halte à des voyageurs venus du Maghreb, de la mer Rouge, d'Égypte. Au milieu de cette vaste étendue d'eau, Aïré Soroba est un fabuleux livre d'histoire à ciel ouvert. L'étude de tels rupestres pourrait étayer la thèse d'une liaison navigable entre l'Égypte et l'Atlantique en passant par le fleuve Niger. Thèse qu'évoquait déjà Hérodote il y a 2500 ans. La sortie du lac d'Ebo marque la fin du territoire de Faro. Nous allons pénétrer dans un autre monde, celui de la magie et de la religion Sonraï. Le fleuve change de nom et devient Issaber, ce qui signifie en Sonraï le grand fleuve. Ici, la décrue n'a pas commencé. Les pirogues empruntent le Bara Issa, un petit bras du grand fleuve, qui s'aventure en lente circonvolution entre les dunes fragiles pour atteindre Saraféré. Puis, nous rejoindrons le fleuve Niger jusqu'à Tombouctou. Kassim connaît les moindres recoins des écheveaux changeants du delta, car depuis bientôt un demi-siècle, il guide les scientifiques, spécialistes du climat, des fleuves, de la biodiversité, des poissons, des sociétés, de l'histoire des gens du fleuve. Ainsi, Gilles Mahé ausculte le fleuve Niger et son extraordinaire delta intérieur, relayant des générations de chercheurs qui, depuis la fin du XIXe siècle, ont constitué sans interruption la plus longue chronique d'observations scientifiques d'un fleuve d'Afrique. Avec des milliers et des milliers de mesures, les scientifiques de toutes disciplines parviennent petit à petit à faire parler la mémoire du grand fleuve, à interroger son avenir et celui de ceux qui en vivent.
Ça va? Bonjour, ça va? C'est le voyage. Ça va, merci, c'est bien passé. Soyez les bienvenus. Merci. Ça, Ça, c'est le dernier élément d'échelle de Sara Ferré, c'est-à-dire le mois de avril-mai. Ici, on passe à pied. À pied. La chasseresse, on commence depuis en 73. Oui. Donc ça fait longtemps. Ça fait longtemps, parce que depuis que nous, on est gosses. La sécheresse persistante depuis plus de 30 ans a profondément modifié le régime des crues. Les habitants ne comprennent pas pourquoi. Même quand les pluies locales sont de nouveau abondantes, la crue du fleuve reste toujours aussi basse. La réponse n'est pas à rechercher sur place. Elle est lointaine et invisible. Elle se trouve sous la terre, dans les nappes phréatiques situées à 2000 km en amont, au sud du Mali, en Côte d'Ivoire et en Guinée. Les sécheresses à répétition ont fait chuter leur niveau à un point tel qu'il faudrait des années et des années de pluie abondantes pour les recharger. Face aux aléas climatiques et à une forte croissance démographique, des aménagements capables de mieux réguler le régime des crues pourraient sans doute répondre aux besoins des habitants. L'observateur vient de me donner son numéro de téléphone portable, donc maintenant on va pouvoir avoir les infos en direct sur le niveau de la crue. Il pourra nous appeler s'il a des problèmes. Bon, c'est complètement différent. Pour nous, c'est un grand confort de travail. Ça nous permet de préparer l'émission comme on veut. Et c'est un gros plus pour les prochains programmes. Les prochains programmes scientifiques seront déterminants, car pas moins de 5 nouveaux barrages ont été mis en chantier en 2010 ou sont en projet. 9 pays liés au fleuve des fleuves ont créé l'autorité du bassin du Niger, l'ABN, pour mieux répondre aux besoins de quelques 210 millions d'habitants. En 2008, la première pierre du barrage hydroélectrique de Kandadji a été posée par les autorités nigériennes. En 2010, en aval de Djenné, sur le Bani, la construction du plus grand barrage hydro-agricole du Mali a été lancée. La même année, au seuil de Tossaï, la première pierre du barrage de Taoussa a été posée. En Guinée, un grand barrage hydroélectrique à Fomi est en projet. Il suscite l'inquiétude générale, d'autant que sa vocation est dictée par l'exploitation minière. Sa retenue d'eau serait 3 fois supérieure à celle du barrage de Sélingué, édifié en 1981, qui alimente en électricité la capitale du Mali, Bamako. Qu'adviendrait-il alors, à Markala, des aménagements hydro-agricoles liés au pont-barrage pour piétons, véhicules et troupeaux, édifié en 1947 ? Situé à l'entrée du delta intérieur, ces aménagements ont permis au Mali d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et d'exporter son riz, tout en préservant la plus vaste zone humide naturelle d'Afrique de l'Ouest. Le delta central du Niger, c'est la zone qui va souffrir le plus de tous ces aménagements. Parce que l'inondation, elle est directement liée à la crue qui arrive, aussi bien du Bani que du fleuve Niger. Donc si on fait des ouvrages sur le haut bassin en Guinée, on va modifier la crue ici. Il y a un très gros barrage qui est prévu en Guinée. Le niveau d'inondation va diminuer dans le delta. C'est imparable, mais maintenant les négociations, c'est pour savoir jusqu'à quel point. Il faut savoir que c'est une zone protégée par l'UNESCO, c'est une convention sur les zones humides, c'est patrimoine mondial de l'humanité, c'est une réserve de biosphère majeure pour la planète. Vous pouvez le constater, vous avez vu la vie animale qu'il y a ici. Bon, ça c'est le côté nature. Il y a aussi plus d'1 million de personnes qui vivent ici, 1,5 million peut-être maintenant, qui vivent uniquement sur l'inondation et qui se sont adaptés à la baisse de la crue. Hein. La plupart des pêcheurs sont aujourd'hui pêcheurs, éleveurs ou pêcheurs agriculteurs. Pareillement, des gens qui faisaient que de l'agriculture font aussi maintenant un peu de pêche, un peu d'élevage. Donc ça n'a pas été sans conflit. Hein. Il y a eu des périodes de conflit assez graves entre les différentes populations et leurs activités. Mais c'est sûr que si on diminue encore le niveau de la crue, il va de nouveau y avoir des périodes de conflit, de tension. C'est aux États de décider jusqu'où ils peuvent modifier l'environnement.
Ces grands projets d'aménagement sont sans précédent. Tout en régénérant les écosystèmes, leur vocation est de répondre aux besoins essentiels en eau, en alimentation, en énergie, d'une population croissante de plus en plus jeune. Je vais faire plusieurs. La découverte des facettes du fleuve, invisibles à l'œil nu, est l'une des clés pour préparer l'avenir des jeunes générations. Ils auront à protéger et valoriser eux-mêmes, comme leurs aînés, un patrimoine séculaire d'une richesse inestimable. Venez là. Vous voyez ou pas? La lumière. Attention. Plus que jamais, les savoirs acquis par les scientifiques depuis plus d'un siècle sont précieux. Leur transmission aux gens du fleuve indispensable. Alors que l'eau manquait pour la navigation à cause d'une décrue précoce au départ de Djenné, ici, une semaine plus tard, la crue est toujours à son maximum. Après un périple de 600 km, ultime escale à Korioumé, à l'extrême nord de la boucle du fleuve Niger. Nous atteindrons Tombouctou, niché dans les sables du Sahara par la route, longée par un canal d'irrigation fraîchement réhabilité. Jadis appelé canal de l'Hippopotame, il prolonge celui de Korioumé, que l'empereur Soni Alibert fit creuser après la prise de Tombouctou au XVe siècle. Le canal était considéré alors comme la mamelle nourricière de la cité mystérieuse, faisant d'elle un morceau de paradis pavé d'or. La réhabilitation de ce canal-là, c'est les ressortissants de Tombouctou même qui ont demandé avec le gouvernement. Comme depuis des années antérieures, l'eau venait ici et ça fait un bon moment que l'eau ne venait pas. Les ressortissants de Tombouctou ont demandé à Kadhafi de leur aider en ramenant l'eau ici comme dans le passé. Et il a honoré à son engagement, il a fait. Le président de la République est venu pour l'inauguration de ce canal. Les gens, tout le monde était content.
le hameau là, et ils ont l'air, il n'y a pas un forage, mais il y a 2 puits d'ailleurs qui est derrière. Les gens préfèrent aller boire dans l'eau de ce puits là que de boire l'eau d'ici. Ouais, en plus, comme c'est du sable, l'eau doit s'infiltrer sous les berges, et puis ça doit faire remonter le niveau d'eau dans les puits. Voilà, on a déjà atteint les cotes maximales. Ça monte 1 cm, souvent stationnaire même. On est au maximum. On est au maximum. Presque au maximum. Presque. Et je vois qu'il y a des arbres qui sont plantés là. Oui, ça c'est pour fixer le sable même, quoi. Sinon, normalement, ils doivent mettre un peu au moins des fixations un peu partout, quoi. Pour fixer avec le banco ou bien le ciment, pour empêcher l'eau de partir. Voilà. De petites embarcations assurent aujourd'hui la traversée du canal, tandis qu'à l'apogée de l'Empire sans rail, pirogues et pinasses affluaient à Tombouctou avec or, manuscrits, noix de cola, tissus en échange de l'or blanc, le sel du désert, convoyé par les caravanes des marchands nomades venus des pays arabes. Puissante métropole commerciale et financière, Tombouctou devint alors le phare intellectuel d'un empire 4 fois grand comme la France, où se retrouvaient les plus grands lettrés, scientifiques et théologiens. Les manuscrits séculaires précieusement conservés dans les nombreuses bibliothèques de la ville et dans les maisons familiales emportent la prestigieuse mémoire. Donc ça c'est la salle des manuscrits. Les 5000 manuscrits qui ont été catalogués, tous les manuscrits sont en langue arabe. Seulement, il y a des manuscrits qui ont écrit avec des langues africaines. Les langues africaines, c'est là, telles que Bozo, Bambara, Songoï, ainsi de suite. Vous savez, à l'époque, entre le 15e et 16e siècle, à Tombouctou, il n'y a que 3 choses. Commerce de l'or, du sel et le commerce du manuscrit. C'est rare à Tombouctou de trouver aujourd'hui une famille intellectuelle qui n'avait pas une bibliothèque de manuscrits. Les manuscrits les plus anciens de 1056, c'est ce qu'on a trouvé pour le moment. Mais je pense bien qu'il y a certains qui sont plus anciens que ça, qui sont écrits sur les parchemins, sur les peaux de gazelle, ainsi de suite. Cette mémoire rappelle que Tombouctou, la perle du désert, était le point de rencontre des caravanes et des pirogues, car l'eau arrivait jusqu'à la cité des 333 saints. Mahmoud, le collègue hydrologue de Gilles, se souvient. La partie là que vous voyez, c'est l'ancien port de Tombouctou, appelé Sankoro-Goumé. Mais présentement, ce n'est plus le port. Il n'y avait rien ici. Il y avait des maraîchers seulement en 82. Mais les pirogues venaient ici. Les pirogues venaient ici. Tout le commerce venait ici. Mais seulement à saison des pluies. Bon, pendant la crue. Pendant la crue, l'eau venait ici. Et puis ici, l'eau se retire et puis c'est fini. Les grandes pirogues reviendront peut-être un jour à Tombouctou pendant la période des crues. Mais désormais, en toute saison, le canal irrigue à nouveau les maraîchers, tout en rechargeant la nappe phréatique de la perle du désert. Le mythe de Pharaon a indiqué la voie. Ici, un rêve est devenu une réalité. Survivra-t-elle aux aléas climatiques, aux aménagements futurs du fleuve, aux vicissitudes du monde ? Kamani korale ebana don sotilo maja kamani korale ebana don sotilo maja nwanye debo tiga jonna ninga ndeme jonna katambila jamana akona jonna ninga tagaro odangana ninga toke ebe nyonna sabuni ibona be nyonna
anaka kamera o benyo na tisira mari ye fiyo akwe eto ade wala inikungo ngui mo ke tajidon mo muso o tajidon nga e cheni kera ajidon baye ini mari o benyo na to de e bemi inikungo ko sabuni bone e norongola ko nyeji we bone e nyukomi ko me daji be bone e halo ko nyese me kolonse ko sembe kolon on datugu akoba chama gunle melama aburuba fie akolle lama aburuba fie kolle melama aburuba fie ni ya me dongo do kolle melama aburuba fie ye mari ko yego e bama debe mi bama utunana ngo sogo fi etunana ko sabuni bone e norongola akwe e made wala kamani korole umbana don sotilo maja kamani korole ebana don sotilo maja sabuni bone e norongola don gili ibana jona fieu. Voilà, c'est ça que mon chanson que je connais, je peux vous dire un peu, c'est ça.